Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission C'est l'heure du foot. Et au sommaire de ce 17e numéro de la saison, bien évidemment, avec les infos toutes fraîches, hein, avec la réunion du bureau fédéral qui s'est tenue ce matin, donc avec pas mal de décisions importantes, et notamment l'éviction du directeur technique national Amer Shafiq et Ben Aouda Abdelkrim, son adjoint, donc, qui ont été limogés donc, par le président de la Fédération algérienne de football. On en parlera tout à l'heure. On parlera de la Ligue 1 aussi, avec deux matchs en retard qui se sont disputés la semaine dernière, avec le Mouloud d'Alger qui s'impose à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie. Et la JS Kabylie est en crise, hein, notamment après l'annonce de démission de son président Yazid Yarishan. On en parlera aussi tout à l'heure assez longuement. Et en principe, on aura avec nous au téléphone le président du CSA, Jafar Eit Mouloud, le PAC qui continue à réaliser de bons résultats cette saison avec une nouvelle victoire à l'extérieur. C'était à Relizane. Rien ne va à Relizane aussi. Et en Ligue 2, on terminera donc par cette 17e journée de Ligue 2. On aura tout le temps de parler de la Ligue 2 aujourd'hui, puisque vu qu'il n'y a pas de journée de Liga. Et le RC Kouba, tenu en échec à la surprise générale à domicile par une belle équipe du SCAF, Khmis Meliana, et la GS Borj Mlaïn, qui est allé obtenir le match nul 0 partout à Béjaïa face au Mouloudia de Béjaïa. Et pour parler de tous ces sujets, tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux invités, en plus de notre consultant bien évidemment. Le premier, qui est le gardien du CRB Louis-Z, donc Ahmed Abdelkader. Ahmed, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Le gardien du CRB Louis-Z qui a joué avant-hier. Hein. Vous étiez dans les buts face à l'étoile du Sahel. On en parlera aussi avec la CAF. D'ailleurs, j'ai omis d'évoquer les matchs évidemment des compétitions africaines, avec notamment la belle victoire de London de Sétif en déplacement en Guinée et le match nul du CRB Louis-Z face à l'étoile du Sahel, alors que la jeunesse sportive de Saoura joue en ce moment même face à Orlando Pirates pour le compte de la Coupe de la Confédération. Mon deuxième invité, Hicham Boumbar, qui est le DTS d'un club émirati, le club qui s'appelle Al-Hatta, c'est ça? Hatta, bonjour. Merci Hicham d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. C'est une première à la télévision algérienne. Tout à fait. Pareil pour... Ouais, c'est la première fois. Il ne faut pas être timide. Non, et en plus, en face, tu as un ancien gardien de but, le légendaire Abdelnour Kawa. Est-ce que tu sais qu'il a gagné le triplé avec le Mouloud d'Alger, Coupe d'Afrique, Championnat, Coupe d'Algérie en 1976? Je ne savais pas. Tu ne savais pas. C'est bien de le savoir. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir nos amis invités et surtout bonsoir nos amis téléspectateurs. Abdelnour, quel conseil pourras-tu donner à ce jeune gardien franco-algérien qui a joué, je le disais tout à l'heure, avant-hier? On a discuté un peu avec l'émission, avant l'émission. Il est jeune, il a 22 ans, bon, il est temps pour lui de s'imposer. La concurrence c'est toujours bien, mais il faut réussir à s'imposer. Je pense qu'il a d'abord le gabarit nécessaire. Machallah, il fait peut-être 1,91, c'est bien ça. Ouais, on a trouvé enfin un invité plus grand que vous. Oui, enfin, moi j'étais pas si grand que ça, mais pour l'époque, oui. Mais aujourd'hui, gardien de but, ça peut aller jusqu'à 1,98. Hein. Et ça devient de plus en plus important, la taille. Quasiment, évidemment. C'est l'un des critères importants. D'ailleurs, en parlant très rapidement de la Coupe d'Afrique, moi j'avais pronostiqué au départ que l'équipe qui remportera la Coupe d'Afrique, c'est celle qui aura le meilleur gardien. On a vu avec Mendy, on a vu également avec l'Égypte, avec Abou Jabal, qui avait fait des parties monstrueuses. Donc voilà, je te souhaite d'abord d'avoir une très longue carrière et de t'imposer au CRB, pourquoi pas en équipe nationale. Inch'Allah, et sans plus tarder, donc on va commencer notre émission avec la première rubrique, les 3 points de Kawa.
après donc les 3 points de notre consultant Abdelnour Kawa, qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine? Je vais essayer d'être bref, hein, parce que ce sont 3 points, si jamais je les développe, ça va prendre toute l'émission. Évidemment, évidemment. Donc c'est un peu la guerre psychologique de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. On va un petit peu parler de cette guerre psychologique. C'est tout à fait naturel, mais de toutes les façons, le Cameroun est tenu de donner le stade où on doit jouer un mois avant la compétition, donc on a encore le temps. Mais effectivement, ils joueront à Oulembe, on va jouer à Japoma. Pour l'instant, officiellement, ce n'est pas encore acté, puisque même si du côté de la fédération camerounaise, on mise plus pour le stade de Japoma, celui qui a vu les Verts jouer leurs 3 matchs de Coupe d'Afrique. Et justement, rapidement, une petite question à Abdelnour. Le fait, peut-être, on sent cette guerre psychologique, on sent cette volonté, justement, du côté camerounais de mettre en place, ou plutôt de domicilier ce match à Japoma, histoire de faire rappeler un mauvais souvenir à la sélection algérienne. Mais est-ce que ça ne sera pas peut-être un mal pour un bien, puisque les joueurs connaissent déjà la pelouse, ils connaissent surtout le stade et la ville? Oui, mais de toutes les façons, ce que est en train de faire la Fédération camerounaise, c'est un peu... c'est légion, hein, au niveau surtout en Afrique. Donc on sème un peu le doute, on essaye de mettre tous les atouts de notre côté. Il s'agit d'une qualification de Coupe du Monde. Donc c'est vraiment important. C'est important et pour notre équipe nationale et pour le Cameroun. Donc ils vont essayer, bien sûr, d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais enfin, toujours est-il, moi je reste quand même persuadé qu'on pourra nous qualifier pour cette Coupe du Monde au Qatar. Deuxième point. Deuxième point, c'est un peu le déplacement justement du nouveau manager général de Zefzef, qui s'est déplacé au Cameroun justement pour voir un peu où on va être hébergé, le stade éventuellement où on va jouer, que ce soit à Oulembe. Donc il aura certainement 2 options. Donc c'est déjà pas mal. On l'a dépêché pour essayer de régler tous ces futilités, je dirais, mais pour que l'équipe nationale soit dans les meilleures conditions en match aller. Troisième point, bon, évidemment, il s'agit un peu de Belaïli. Beaucoup d'encre a coulé justement sur le surf, va signer, va pas signer. Finalement, il a atterri à Brest. Il a fait un premier match mi-figue, mi-raisin, et c'est tout à fait normal. Hein, on ne peut pas, dès le premier match, s'imposer et être... Mais là, aujourd'hui, il vient d'avoir une victoire 5-1. Il a été passeur décisif. Donc c'est déjà pas mal. Il a encore 1 mois et demi pour bien se préparer. J'espère qu'il va encore faire de très grands matchs. Rapidement, Hichem, justement, sur cette guerre psychologique de la FECA Foot, on le disait, un match se joue aussi... très souvent sur le plan psychologique aussi. Hein. On le sait, notamment un match pareil à élimination directe, et on vise évidemment une qualification pour le mondial. Le fait que la fédération camerounaise penche plus pour le stade Japoma, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la sélection algérienne qui connaît quand même ce stade parfaitement bien? Moi, je pense déjà... La FECA Foot essaye de déstabiliser un petit peu l'équipe nationale de par toutes ces déclarations, ces changements, etc. On rappelle juste que la Fédération algérienne de football a sollicité la FECA Foot en milieu de semaine dernière, justement, voulant avoir plus de détails sur la domiciliation de la partie, mais aussi sur la date retenue, puisqu'on avait parlé du 24 mars, mais a priori, ça sera le 25, vendredi 25 mars. Et pour l'instant, la FECA Foot n'a pas répondu à la FAF, même si elle n'est pas obligée de répondre, hein, puisque la FECA Foot doit surtout communiquer les dates et le stade à la FIFA. Moi, je pense que l'équipe nationale doit se concentrer sur ce rendez-vous en aller-retour, hein, ici en Algérie ou même au Cameroun. Faut rester focalisé, il faut préparer ces 2 rencontres du mieux possible pour pouvoir avoir notre billet pour la Coupe du Monde. Très très bien. Et on va passer à l'actualité du jour. Hein. Il y a eu ce matin donc, la réunion du bureau fédéral, et un bureau fédéral assez... on peut dire qui était assez attendu, hein, puisque pas mal de décisions sont tombées, avec notamment
le directeur technique national donc, qui a été limogé, voilà. L'entraîneur fin de fonction donc, de Amer Shafiq, mais aussi de Ben Aouda. Est-ce que vous vous attendiez à cette information? Ça fait déjà quand même quelques jours qu'on en parle. Hein. D'ailleurs, avec la venue du nouveau président de la fédération, je pense que le courant ne passait pas entre le DTN et le président. Donc, bon, il y a eu Tawfiq Koreichi qui a été Vous dites que le courant ne passe plus, mais moi je les ai vus ensemble, en tout cas au Cameroun, ils étaient ensemble. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, s'il a été limogé, c'est qu'il y a des raisons. On ne limoge pas uniquement pour limoger. Est-ce que maintenant, logiquement, il devait faire son bilan, le présenter aux membres du bureau fédéral? Donc, si cette décision a été prise, moi je pense, d'ailleurs, d'autres décisions également ont été prises. Justement, et pour information, donc c'est Tawfiq Koreichi donc qui assure l'intérim au poste de directeur technique national en attendant la nomination d'un nouvel donc directeur technique. Il y aura voilà, le lancement d'un appel à candidature, hein, selon le communiqué de la FAF, puisque dans la date butoir de dépôt est fixée au 28 février prochain. Donc pour celles qui veulent... Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se bousculer devant la porte de la fédération. Non, mais c'est pas ça. Le problème aujourd'hui, au niveau de la direction technique nationale, il n'y a pas que les équipes nationales, il y a le développement du football. Tout à fait. Et ça, c'est beaucoup plus important que toute autre chose pour moi. Hein. Quand on voit un peu quel est le niveau des différentes divisions en Algérie, on se dit on peut mieux faire. On peut mieux faire, mais à condition qu'il y ait une meilleure prise en charge et qu'il y ait une meilleure formation surtout. Très très bien. Autre décision, hein, avec la nomination de Nordine Wouldali comme entraîneur de l'équipe U23. On rappelle que Nordine Wouldali était pendant plusieurs années sélectionneur de l'équipe de Palestine, alors que l'A7 demeure toujours l'entraîneur des U20. Pour ce qui est des U18, donc Mourad Slatni continue d'être le sélectionneur de cette sélection, sachant que les U18 représenteront l'Algérie aux Jeux méditerranéens, donc prévus début de l'été prochain, donc à Oran. Rizk Rehman demeure aussi l'entraîneur des U17, de l'équipe nationale U17. Pour ce qui est donc des nouveautés, avec Abdelkarim Bira, donc, qui est nommé directeur des équipes nationales, DEN, donc Abdelkarim Bira qui rejoint la Fédération algérienne de football. Tous ces changements interviennent... vous disiez que c'était attendu. Est-ce qu'il y a une relation avec l'élimination de l'Algérie au premier tour à la CAN? Moi, je ne pense pas, puisque la direction technique nationale ainsi que tous les n'étaient pas impliqués. D'ailleurs, l'équipe nationale est gérée directement par Belmadi. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, moi, je pense que si ces décisions ont été prises, c'est automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne limoge pas uniquement pour limoger. Donc maintenant, qu'il y ait un avis d'appel d'offres international qui a été lancé et tout. Moi, tout ce que je peux dire à travers tout ça, bon, des décisions ont été prises par le président et le bureau fédéral, qu'ils en assument la responsabilité aujourd'hui. Hein. Donc, c'est bien consciemment qu'ils l'ont fait. Donc, moi, ce que je voulais dire, je reviens toujours au même problème, la direction technique nationale se doit d'être forte. Aujourd'hui, si on veut vraiment développer, on n'a jamais eu une direction technique nationale, c'est tout un staff qui travaille. C'est pas 5-6 personnes, mais bien sûr, c'est tout un staff qui travaille. Et quand on veut parler de développement du football national, c'est la direction technique nationale. Et en parlant de direction technique, nous avons avec nous, hein, je le rappelle, un directeur technique, directeur technique sportif, le DTS du club émirati, donc rappelez-moi le club de Hatta. Hatta, voilà, exactement, le club émirati de Hatta. Donc, comment avez-vous pris ces désignations, donc notamment avec le retour, si on peut parler ainsi, de Tawfiq Koreichi à la tête de la DTN, même si c'est par intérim?
Tawfiq Kourichi qui connaît très bien le football national et qui a occupé ce poste auparavant. Moi, je pense que l'envie et la volonté de la fédération, c'est de vouloir mettre un projet et une politique technique à l'échelle nationale pour le développement comme notre cher ami nous a parlé, sur une formation et un accompagnement surtout auprès des clubs pour le développement du football national. Moi, j'ai entendu que avant la Coupe d'Afrique, il y avait cette volonté-là de restructurer la Il fédération. y avait des rumeurs depuis quelques semaines déjà sur un possible changement à la tête de la DTN et ça s'est donc confirmé aujourd'hui. En parlant justement de votre rôle en tant que directeur technique au sein de ce club d'El Hatta, c'est quoi réellement votre travail, le job réellement d'un directeur technique? Vous êtes présent aujourd'hui, et notamment dans un club, on peut le dire, hein, notamment aux Émirats ou même au Qatar, tous les pays du Golfe, notamment les clubs sont professionnels quasiment à 1000%. Hein. Oui, tout à fait. Mon rôle principal, en fait, c'est dans un premier temps de mettre un projet club en place. Ce projet club, il va être sur plusieurs parties. Vous avez le volet sportif. Le volet sportif, c'est quoi? Vous avez donc de l'équipe première aux jeunes. Vous avez un projet de jeu. Vous avez une cellule de recrutement. Comment on va recruter? Par rapport à quoi on doit recruter? Et vous avez toute la politique de formation. Qu'est-ce qu'on y met? Avec quels moyens on va mettre en place pour pouvoir former des joueurs pour l'équipe première. Et ça, c'est une politique que ce n'est pas moi seul. Moi, je viens avec un projet, mais c'est tout un club. Le projet, c'est vous qui le dessinez un petit peu, les contours de ce projet. C'est le directeur technique qui le... Tout à fait, tout à fait. À mon arrivée, donc, j'ai présenté un projet sur 4 ans et il y a tous ces volets-là en place. Et la direction donc, valide et met les moyens nécessaires pour pouvoir développer. Au jour d'aujourd'hui, avec notre équipe première, nous avons presque 60% de notre effectif de joueurs qui est né entre 1999 et 2004. Donc c'est un effectif très jeune et ce sont des joueurs issus de la formation. Actuellement, nous avons 4 joueurs en équipe nationale des Émirats en 2006 et nous avons également 2 qui sont en équipe olympique des Émirats. Donc moi, à la tête de ce projet, c'était de mettre un projet de formation et ce projet de formation, c'est de créer une identité club pour pouvoir derrière que nos jeunes puissent jouer dans un premier temps chez nous, représenter nos couleurs au niveau national, les équipes nationales, et pourquoi pas créer une passerelle vers l'étranger, vers l'Europe. La cote du joueur algérien est assez élevée, notamment dans les pays du Golfe. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de recruter des joueurs algériens? Est-ce que vous suivez le championnat algérien de près? Il y a un gardien à côté de vous. Peut-être vous pourrez un jour le prendre chez vous. Est-ce qu'il y a cette envie, par exemple, dans votre club, le club dans lequel vous êtes actuellement, de suivre peut-être les talents, les jeunes pépites algériennes, même si peut-être dans l'ensemble, là, dans l'optique d'une carrière chez nos joueurs, c'est peut-être de rallier l'Europe, mais on voit que même dans les pays du Golfe, le niveau, depuis plusieurs années maintenant, il est assez important. Au-delà du niveau, je pense qu'il y a un climat et un environnement qui est sain pour un joueur. Les infrastructures, elles sont bonnes. La volonté de faire des résultats sont là. Donc, un joueur algérien qui arrive dans ces pays-là, il ne peut que réussir. On l'a vu avec nos joueurs qui représentent les couleurs de l'équipe nationale dans ces championnats-là. Donc, nous, au sein du club, la volonté est de créer des passerelles. Ces passerelles-là vont être avec des pays comme l'Algérie, mais aussi des pays comme la France, d'attirer ces jeunes talents. Moi, à la tête du projet, c'est de vouloir aussi créer une passerelle dès le plus jeune âge. Donc, dès 18 ans, essayer d'attirer des joueurs jeunes à fort potentiel pour pouvoir intégrer notre équipe première rapidement. Je sais que par le passé, vous aviez cette ambition de venir travailler en Algérie, au sein d'un club algérien en tout cas, l'aider justement à progresser, à se développer.
Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas matché ou est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas encore véritablement cette envie chez nos dirigeants en tout cas de développer au sens propre le football, notamment quand on parle de professionnalisme, on en a parlé plusieurs fois ici. Je vais lui couper la parole 2 minutes. Vas-y. Si vous permettez. Allez-y, oui. Là, vous êtes en train de donner. Là, il a bien défini un peu non seulement sa mission, mais enfin tout ce qui est en train de se faire dans les pays du Golfe. Hein. Quand on parle d'infrastructure, quand on parle de formation, quand on parle d'entraîneurs, quand on parle de. Tout ça est bien pris en charge. Aujourd'hui, ce qui nous manque, si on prend le football algérien, à l'exception du Paradou, qui est un club professionnel et qui est un club formateur, d'ailleurs qui est un des rares clubs en étant formateur qui se retrouve en division 1. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, on en a discuté tout à l'heure en aparté, est-ce que le projet qu'il a mis en place dans ce club émirati peut être mis en place ici? La question se pose, tout simplement. La question, en fait, la réponse à cette question, en fait, moi je pense, enfin, je partage avec vous l'image que j'ai du football algérien. Ce qui manque ici en Algérie, on est un pays où il y a la matière première, nous l'avons. Ce sont les joueurs. La qualité intrinsèque du joueur, nous l'avons. Maintenant, c'est la volonté. Et je l'ai abordé très brièvement, c'est la politique technique nationale qui doit être mise en place et surtout obliger les clubs à se structurer dans ce sens-là. Donc le manque, il est finalement au niveau des clubs où on ne met pas forcément les moyens nécessaires pour le développement de on attend la toujours formation. les subventions de l'État, donc quand on est professionnel, logiquement c'est... C'est une catastrophe, hein, ce côté-là. Il faut le dire, hein, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas les moyens. D'abord, on ne peut pas se comparer à des pays tels que les pays du Golfe. Hein. On a nos propres moyens, on essaye de survivre. Certains clubs sont en train de couler. Financièrement, ils n'arrivent plus à... Avec des dettes colossales. Voilà, avec des dettes énormes. Donc, on ne peut pas faire de comparaison. Messieurs, on doit avancer avec le timing et on passe directement à la coupe, donc les compétitions africaines, après ce jingle CAF. Et donc notre invité est bien silencieux, l'autre invité à savoir Ahmed Abdelkader, et on va justement bien vous solliciter Ahmed puisque vous étiez sur la pelouse donc de Rades, exactement à Tunis vendredi, et ce match nul donc obtenu par le CRB l'USD face à l'Étoile du Sahel, 0 partout. Et on va parler de regrets aussi, puisque ce penalty raté en toute fin de match par le Chebab Riadid Belouizdad, par l'entremise de Merzougui qui venait de rentrer sur la pelouse, il avait obtenu ce penalty et au final il le rate. Déjà parlez-nous de ce match. Est-ce que vous pensez que le CRB a véritablement raté 2 points plus que obtenu au final ce point du match nul? C'était un match compliqué, on a beaucoup défendu. Parce qu'il y a aussi, ils avaient leurs supporters derrière eux qui poussaient. Du coup, ça nous a rajouté un petit peu de pression. Mais pas vraiment de regret. On n'en veut pas à Merzougui d'avoir loupé le penalty. Le plus important, c'est de ramener un point parce qu'on sait que tous les points sont importants en phase de poule. Et vous pensez que le CRB cette saison a les moyens, a peut-être l'expérience qu'il faut pour aller le plus loin possible dans cette compétition? On rappelle déjà que la saison dernière, le CRB, après un début de phase de poule assez un début difficile, mais elle s'était qualifiée. Donc le CRB s'est qualifié pour les quarts de finale avant donc, de se faire éliminer. Est-ce que vous pensez qu'il y a le potentiel, en tout cas cette saison, pour aller loin dans cette compétition? Ouais, je pense qu'il y a le potentiel et l'envie. Les joueurs, tout le monde est motivé. On est plus motivé par la Champions League que peut-être le championnat, sachant que le Shabab est double champion d'Algérie en titre et a terminé la phase aller en tête du classement aussi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Ligue des Champions, c'est une saveur différente du championnat, même si le championnat est tout aussi important. La Ligue des Champions, c'est une compétition, on représente le CRB et l'Algérie. On a envie de... Vous avez cette envie d'offrir au Shabab, en tout cas, la première étoile africaine. En parlant de ce match,
Comment avez-vous trouvé, peut-être on va parler de l'Étoile du Sahel, même si cette équipe a beaucoup de soucis cette saison, mais ça reste, on va le dire, le gros morceau de ce groupe. Eux et aussi l'Espérance. L'Espérance, évidemment, bien des sûr. grosses équipes. Mais franchement, je pense qu'on n'a rien à leur en vouloir. Hein. On a montré qu'on avait tout aussi autant de qualité qu'eux sur le match. Abdallah, vous avez suivi le match, le Shabab, 0 partout. Moi, je dis une chose, c'est que heureusement que c'était match de poule. Parce que si c'était des matchs à élimination en aller-retour, ça aurait été un peu difficile pour le CRB. Un score de 0-0 n'est jamais bon. Je préfère un score de 1-1 ou un 2-2. C'est sûr, quand on marque à l'extérieur. Mais là, bon, dans des matchs de poule, il n'y a aucun problème. C'est vrai que 3 points ont été fantastiques dès le premier match à l'extérieur, contre quand même une équipe qui est parmi les meilleures équipes, non seulement en Tunisie, mais même au niveau africain. Donc, moi, je pense que le CRB maintenant est conscient. C'est vrai que maintenant, courir deux lièvres à la fois, c'est toujours difficile. Le championnat, actuellement, ils sont champions de la phase aller. J'espère qu'ils vont pouvoir aller jusqu'à la fin du championnat et récolter leur 3e titre, et tout en poursuivant leur aventure. Moi, je voudrais revenir avec vous d'Afrique. sur ce pénalty raté par Merzougi. Merzougi qui rentre en jeu, obtient ce pénalty. Il veut à tout prix le tirer, sachant que Nasser, très souvent, est le joueur désigné pour tirer les pénaltys du côté du Shabab Riadi de Belouizdad. Mais Merzougi, en pensant avoir justement à juste titre obtenu cette faute, il se dit... Je vais faire justice moi-même. Exactement, et on le sait dans le foot, très souvent, les joueurs qui obtiennent la faute sur penalty, très souvent, j'ai pas la moyenne, mais ratent très souvent le penalty ensuite. Si jamais le joueur prend la décision de le tirer, c'est assez difficile de lui empêcher. S'il avait pris cette décision, c'est vrai que si l'entraîneur aurait pu intervenir et dit non, tu donnes un Nasser par exemple. Mais c'est assez difficile. Hein. Bon, il a raté, c'est pas là. Ils ont le temps de se rattraper puisque c'est un match de poule, donc il n'y a aucun problème. Et le prochain match, ça sera un gros derby voilà. Face à l'Espérance du Tunis, ici même au stade du 5 juillet. Vous êtes confiant avant ce match face à l'Espérance? L'Espérance qui a gagné 4-0 face au club botswanais des Galaxies. Bon, bah, le match, on va bien préparer comme on a préparé les matchs de l'Étoile, on va bien le préparer. Quel a été le discours du coach après la fin du match face à l'Étoile? Il nous a pas dit grand-chose, il nous a dit qu'on a fait un gros match, on aurait pu avoir les 3 points, on les a pas eu, c'est pas grave, on ramène quand même 1 point à l'extérieur, ça reste important quand même. Je rappelle que vous avez joué ce match, vous êtes... disons, le deuxième gardien, si on doit parler ainsi, il y avait Moussaoui qui demeure le titulaire, mais on sent cette envie chez le jeune Abdelkader, évidemment, un petit peu de le titiller, de lui prendre sa place à notre ami Tawfiq Moussaoui. Et Tawfiq Moussaoui qui était blessé, donc vous l'avez supplié, vous avez réalisé un bon match, donc ça vous donne de la confiance, notamment en prévision des prochaines rencontres. Quand on joue un match de Ligue des Champions, c'est qu'on est prêt aussi à enchaîner les matchs. Ouais, c'est sûr que l'enchaînement des matchs apporte de la confiance en soi. Après, on va pas trop s'enflammer, on va continuer à travailler, à préparer les matchs. Et c'est bien, on en a parlé la saison dernière. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme non, surtout pour un gardien de but. Quand c'est un gardien de but remplaçant, il remplace. Donc soit ça passe, soit ça casse. Donc si jamais il arrive à s'imposer, il va durer. Donc tu as être très bon. Hein. En face à l'autre représentant algérien dans cette Coupe d'Afrique, dans cette Ligue des champions africaine, l'entente de Sétif. Et belle opération pour les Sétifiens qui s'imposent en déplacement à Conakry face au Houria. Donc 1-0, but inscrit donc par Ahmed Qandoussi à la 47e minute. Hicham Bombard, donc une victoire importante pour l'entente des Sétif qui débute donc très très fort cette campagne de phase de poule de la Ligue des Champions. Une victoire à l'extérieur, c'est bon à prendre en tout cas. Bien sûr, c'est toujours important de bien commencer la compétition par une victoire, surtout à l'extérieur. Donc c'est 3 points qui sont très importants pour générer de la confiance pour la suite des rencontres. Quand on se rappelle que la saison dernière, l'entente décisive en Coupe de la Confédération avait
quasiment raté son début de parcours avec notamment une défaite, je me rappelle, c'est un match à l'extérieur. Mais on sent que Sétif a atteint sa vitesse de croisière. Hein. Ils avaient eu quelques difficultés en début de championnat, mais maintenant ils sont sur une dynamique extraordinaire. Donc c'est pas étonnant. Vous savez, ils ont joué quand même contre Hurriyat Conakry. Il y a deux grandes équipes en Guinée. Hein. Il y a le Hafiyat Conakry et Hurriyat Conakry qui ont pratiquement raflé tous les titres au niveau de la Guinée. Donc moi je pense que c'est une très bonne victoire, puis surtout c'est un très bon début. Rader, donc quand on parle de niveau, très souvent la question revient à chaque début de saison en tout cas, est-ce que les clubs algériens ont les moyens, ont les capacités d'aller loin en compétition africaine, interclub? On l'a fait ces dernières années, on peut critiquer comme on veut ce championnat algérien, ce championnat local. Mais au final, on a des représentants algériens qui partent, qui en tout cas voyagent bien et atteignent même les finales. Si on parle de la GS Kabylie la saison dernière qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération, le Mouloudia d'Alger, le CRB Louisded ont atteint les quarts de finale, l'Entente de Sétif les années auparavant, donc très souvent atteigner les quarts, voire les demi-finales. On sent qu'il y a du potentiel chez nos clubs, mais ça manque toujours, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque aux joueurs locaux ou aux clubs algériens pour remporter les trophées sur la scène africaine? Déjà aussi, quand on part jouer en Afrique, c'est compliqué au niveau du climat. Ça aussi, ça joue beaucoup. Après, est-ce que le joueur n'est pas habitué ou il sait quand vous allez jouer en Afrique noire, on sait que le climat n'est pas avantageux, on sait que ça va être compliqué. Est-ce que sur le plan psychologique, on est préparé à ça quand on est joueur? on est préparé, mais le problème c'est que mentalement on peut être prêt, mais des fois physiquement, le cerveau il veut jouer, mais physiquement ça va pas. Et ça revient chaque année. C'est ça, notamment en parlant de l'équipe algérienne, l'équipe nationale à Japoma, avec l'humidité, le climat qui n'a pas aidé les joueurs. Oui, de toutes les façons, l'Afrique, attention, hein, il faut faire quand même la comparaison. Si on voit l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique d'il y a 25-30 ans, à notre époque, c'est deux mondes tout à fait différents. Hein. Aujourd'hui, quand on va en Afrique, il y a des hôtels 5 étoiles, il y a des stades magnifiques par rapport à ce qu'on a joué. Ce n'était pas le cas à votre époque. Ah, jamais. Là, quand on se déplaçait, c'était l'inconnu pour nous. Hein. Donc, on connaissait pas d'abord, on connaissait les pays, on connaissait les clubs à travers la presse. Il n'y avait pas tous les médias qui existent aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc, on partait à l'aventure et Dieu seul sait combien on a souffert. Là. Très très bien. Alors, on va parler un troisième représentant algérien, mais ça en Coupe de la Confédération, et la jeunesse sportive de la Saoura qui joue en ce moment même. Je vais essayer de voir le résultat de ce match donc, qui oppose la jeunesse sportive de Saoura face à l'équipe d'Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Et on joue la 53e minute, et Orlando Pirates mène au score 1-0. Hicham, c'est compliqué, hein, en tout cas, face à cette équipe d'Orlando Pirates. On connaît cette équipe. C'est une équipe très coriace qui joue généralement la Ligue des champions africaine. Cette saison, donc, elle joue la Coupe de la Confédération. Pour l'instant, c'est mal engagé pour la GS Saoura qui est menée 1-0 en Afrique du Sud. C'est compliqué d'aller jouer là-bas hein, face à cette équipe. Hein. C'est un club qui est un des meilleurs clubs sur le championnat national, chez eux en tout cas, en Afrique du Sud. Donc voilà, Saoura, espérons qu'elle revienne au moins avec un match nul d'ici la fin du match. Abdelnor, un petit mot sur Orlando Pirates fait partie des grandes équipes africaines, il ne faut pas l'oublier. Ils ont déjà remporté la Champions League, ils ont remporté... Bon, c'est toujours difficile. Vous savez, d'abord, le voyage, actuellement, je crois que Saoura est parti par un vol normal. Hein. C'est ça. Ils ont transité par... Pas de vol spécial. Voilà, pas de vol spécial. Et ça, c'est une grande difficulté. Vous savez, quand on a un vol spécial, en 9h, 8-9 heures, on est à Johannesburg. Là, maintenant, si jamais on doit transiter, c'est pratiquement... vous l'avez fait. Voilà. Vous avez voyagé au Cameroun, pourtant le Cameroun, c'est la porte à côté. C'est ça. Enfin, quand on dit porte à côté, vous avez mis peut-être plus de 18 heures ou 20 heures. Exactement, avec les escales. Voilà, avec les escales, avec les transits, etc. Donc, quand on arrive, si jamais ils sont arrivés 2 jours avant le match, hein,
Donc physiquement, on est quand même éprouvé, donc c'est assez difficile. Très très bien messieurs, on a fait le tour donc, et on passe à présent à la Ligue 1 après ce jingle. Et donc la Liga avec ses matchs en retard, il y avait 2 matchs en retard qui se sont disputés la semaine dernière, donc avec la GS Kabylie qui recevait le Mouloudia d'Alger, un match comptant pour la 15e journée de Liga. Et mauvaise nouvelle, encore une fois, un décès Abdelnour est celui de la légende, si on peut parler ainsi, de ce club, de la JS Kabylie, avec Stéphane Zewotko, donc l'ancien entraîneur de la JSK, le Polonais, qui est décédé donc jeudi dernier, donc. Et donc justement avant ce match face au Mouloudia d'Alger, il y a eu 1 minute de silence. Il est décédé à 104 ans, hein. Donc il a eu une très belle vie, je pense. Hein. C'est ça, 102 ans. 102 ans. C'est ça. Vous l'avez connu? Oui, oui, on l'appelait d'ailleurs à Tizi Ouzou, on l'appelait Aïd Zivotko. Hein. Donc il s'était habitué aux coutumes kabyles. Il était considéré comme un enfant de Tizi Ouzou. Et puis lui-même se considérait comme un Algérien, comme un Kabyle. Il disait qu'il 14 ans à la JSK. C'est lui le créateur de la Jumbo Jet. Jumbo Jet, c'était les plus belles années de la JSK. Et il ne faut pas oublier que c'est un entraîneur qui est resté 14 ans. Remportant pas moins de 11 titres, soit en tant qu'entraîneur principal. À un moment donné, il était assisté avec Mahiddin Khalef, qu'on salue très bien d'ailleurs. Et il a marqué la JSK. Normalement, on devrait mettre une statue à son effigie. Et c'est lui qui a pratiquement... La première salle de musculation qui existait dans les stades, elle a existé à Tizi Ouzou et c'est lui qui l'a créée. Donc il a fait énormément de choses au niveau de la JSK. Et quand on voit la JSK aujourd'hui, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est malheureux. Paix à son âme, bien évidemment, et toutes nos condoléances donc à sa famille, mais aussi à la grande famille de la JS Kabylie. En parlant de la JSK justement, on va revenir sur cette victoire du Mouloudia d'Alger à Tizi Ouzou face à la JSK, avec ce résumé donc de Mohamed Haouchine et Ahmed Laribi qui étaient aux commentaires de cette rencontre. On va le récupérer, un match pas trop en balle en tous les cas pour ses premières minutes alors que l'on joue la 9e minute de jeu. Attention au centre à partir de la droite sur cette balle, personne. Dommage pour le Mouloudia côté gauche. C'est l'arrivée ce matin de son nouvel, attention à cette attaque au niveau de la surface de réparation. Attention, il a fait dans sa capouille une balle qui est dégagée par la défense. Sur cette incursion, il va décaler certainement Hamidi à droite, c'est bien fait tout cela. Attention au centre, il y a 4 joueurs du Mouloudia tout seul. Oh, incroyable, il aura raté cette balle. Avec Chéri qui va la balancer au niveau du point de pénalty de l'autre côté. Plus de la tête. Oh, quelle occasion ratée. Quelle occasion ratée de la part de la JS Kabylie avec Doumbia. Balle pour Chéri. Chéri qui va se mêler les pinceaux. Chéri qui va se mêler les pinceaux, attention avec cette surface de réparation, intervention de la défense avec Khalid Bouhka qui va dégager cette balle, alors qu'il restera 4. Donc ça repart pour la JS Kabylie là-bas côté gauche, avec Nezla, grandes enjambées, Haragou, il a failli tromper s'il n'y a pas une faute de main, que dira l'arbitre en conteste côté JS Kabylie. On attend la répétition, oui, sur cette balle comme elle vient. Attention à cette attaque Zemani pour le Mouloudia avec Zemani qui va donner une balle de but. C'est le but pour le Mouloudia. C'est le but pour le Mouloudia. Quelle balle croisée. L'autre côté, c'est Zaïdi. Le joueur, c'est Zaïdi sur cette reprise, je l'avais dit. Incroyable. Et on conteste côté JS Kabylie, certainement pour revenir sur cette faute de pénalty. Et c'est Zaïdi effectivement qui a repris sur ce centre alors que l'on joue la 78e minute de jeu. On attendait la JSK, il y a le Mouloudia qui a surgi suite à une erreur sur le plan de la récupération du ballon. Zaïdi, on a profité, libre de tout marquage. Certainement sur cette répétition, il y a de la contestation dans l'air côté JS Kabylie.
Et c'est-à-dire sur ce centre, c'est bien vu, reprise de la tête comme elle vient. Centre de Ezemani sur Ezemani. la tête. Ouais, Zaidi qui était libre de tout marquage, Mohamed. Il y avait Ouahaka qui n'a pas eu ce comportement défensif. Il y a Doumbia qui était battu, qui était en dehors de la surface. Et puis d'une tête, si vous voulez croiser, Zaidi ne laisse aucune chance à Doukhal. Attention à ce centre, il va essayer de déborder. Certainement le corner au niveau du point de penalty. Reprise de la part de Nezla, il est descendu cardial l'arbitre. Penalty. Non, simulation. Simulation, dira M. Saad Aouina, malgré toutes les contestations de l'arbitre de la part de M. Aouina, incroyable. Ben Sayah. Oui, c'était de la simulation. Il s'est jeté Ben Sayah sur cette balle. Il s'est jeté sur cette balle alors qu'il aurait dû continuer, bien évidemment, sur son action. Regardez sur cette action. Il y a un pied gauche quand même de l'autre côté. Oui, il le tient. Il y avait un pied gauche, regardez, sur cette pile. Il lui a pris sa jambe d'appel. Attention, le coup franc est botté. Ouh, quelle parade! Je le disais, un bon frappeur. La défense Mouloudia qui fait bon garde. Attention, c'est joué sur cette reprise de la tête. La défense Mouloudia passe comme elle vient cette balle. Attention, ça va être l'égalisation. Non, quelle bonne parade et position d'hors-jeu, je suppose. Non, une balle qui sort en corner, incroyable. Et quel réflexe encore une fois de Félix Chael. Et une balle qui s'en va en corner. Et la pression dans la défense algéroise, incroyable. Ghanem qui joue à la joue assez courte. Ghanem avec son pied gauche qui va la mettre de ce phase de réparation sur la transversale, c'est l'égalisation. Oh, quel incroyable! Et sur cette balle qui s'en va, l'attaque, ça repart en attaque pour le Mouloudia d'Alger. Attention, ça va être la balle du deuxième but, incroyable. Il va se présenter face à Doha, il va se mêler les pinceaux. Quelle occasion incroyable! Ça aurait pu être le coup de théâtre, encore une fois le chaos, et c'est terminé. Victoire de la part du Mouloudia d'Alger qui a profité d'une équipe de la JS Kabylie. Et donc, le Mouloudia d'Alger qui réalise un joli coup en s'imposant à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie. Très souvent, c'était le club qui ne réussissait pas au Mouloudia d'Alger. Et cette fois-ci, le Mouloudia donc, est allé damer le pion à la JSK à Tizi Ouzou. Oui, ça c'est sûr. De toutes les façons, que ce soit d'un côté de la JSK ou du Mouloudia, c'est un match qu'il ne fallait pas perdre, des deux côtés. Bon, le Mouloudia a gagné, parce qu'on commençait un peu à douter, si vous voulez, des derniers résultats. On s'est dit, tiens, contre la JSK, est-ce que... Et finalement, la JSK a perdu, puis ça a causé... C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que déjà, à la fin du match, après le match, en tout cas, il y a eu l'annonce de la démission du président de la JS Kabylie, en l'occurrence Yazid Yalichem. Est-ce qu'on peut parler de crise à la JSK, Abdelnour? Tout à fait. De toutes les façons, la JSK est en pleine turbulence depuis quelques années. Il ne faut pas se le cacher. Même à l'époque avec Mellal, il y a eu tellement de contestations, il y a eu tellement de problèmes. Cette année, on s'est dit... La stabilité fait des fois à la JSK. Ce qui était sa force, notamment généralement, on parle de stabilité de l'entraîneur. Maintenant, il faut parler également de stabilité de dirigeant. Maintenant, si jamais la JSK s'amuse à changer de président tous les ans ou tous les 2 ans, il ne peut pas y avoir de stabilité, ça c'est impossible. C'est malheureux, je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit un peu le standing de la JSK depuis son accession, il ne faut pas l'oublier, en Division 1 dans les années 70, à aujourd'hui, ça a été le club phare algérien, c'est le club le plus titré parmi les clubs africains, et voir la JSK dans cette situation aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. Et en principe, on devait avoir avec nous Jafar Ait Mouloud par téléphone, le président du CSA de la JS Kabylie. Le CSA, on rappelle, c'est l'actionnaire majoritaire au sein de la JSK, mais Jafar Ait Mouloud ne répondait pas à nos appels et par la suite a directement éteint son téléphone, donc on lui fait un petit coucou. Dommage, on aurait aimé l'avoir parmi nous, mais si on va passer à un autre match, celui qui a opposé donc le Paradou, le RC Relizane au Paradou Athletic Club, avec ce résumé signé Riyad Belkhadim. Avec cette équipe du Paradou c'est parti, qui espère grignoter encore quelques points et remonter au classement. Elle qui est 6e, c'est parti donc pour ce match. Le Paradou en jaune et le Rapide en bleu. Et cette équipe de Relizane ne peut que essayer de contrecarrer
les velléités et les intentions offensives des joueurs du PAC. Oui, je sais que jusqu'à présent, on ne fait que contrecarrer, mais je sais qu'à un moment donné de la partie, ça va changer. Attention peut-être sur ce coup-là, avec la frappe complètement ratée, l'ouverture du score. La voici, vous l'aviez prédit. L'ouverture du score, elle est signée par Zerroqi, qui ouvre la marque. Alors, cafouillage total, hein, parce que même lui, il a raté, je crois, ça... Ouais, parce que si on voit... Son plat du pied, il était un peu raté. Hein. Ouais, Riyad, comme vous avez un gardien de l'équipe Espoir, comme vous avez un axe central, puis sur la latéral droit composé de l'équipe Espoir, ça veut dire que on joue les dégâts. On va la revoir. Boulbina. Boulbina qui centre écrasé, puis là, il met son pied en opposition. En opposition libre de tout marquage, Esley. Et à ce stade-là, ça ne pardonne pas. Encore une occasion peut-être pour tuer le match. Et le break, le voici le break du Paradou, vous l'aviez dit. C'est un peu triste hein, pour cette équipe de Relizet. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est ça le football. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas le sens de la responsabilité. Je parle des joueurs, enfin des responsables du Rapide de Relizan. Il y a Bounbali qui a marqué le but. Frappe croisée, imparable. Il reste au sol, les joueurs sont lessivés, c'est terminé. Ahmed, pour cette analyse assez facile de ce match à sens unique. Et le Paradou ce soir, 3e du championnat. 3e. Et justement, le Paradou, 3e au classement général. La belle opération là aussi du Paradou qui s'impose donc à l'extérieur. Hicham Boumbar, donc un petit mot sur cette équipe du Paradou qui malgré les départs, comme chaque intersaison, il faut rappeler que Demzorgan, Qadri et d'autres avaient quitté le club l'été dernier, mais toujours cette équipe qui continue son ascension et cette saison encore plus avec une 3e place et un match encore en moins disputé face à la GSK ce lundi. Le Paradou qui fait un bon championnat jusqu'à maintenant. On a parlé que dans le football, il faut une stabilité. Cette stabilité, elle est de par déjà une grosse ossature de jeunes qui sont issus du club. Et il faut souligner que le Paradou, un des meilleurs clubs formateurs en Algérie, il lance des jeunes. Parce qu'il y a une politique club, parce qu'il y a un projet de jeu qui est commun avec la formation. Donc un joueur, quand il monte en équipe première... Là, on sent, en parlant de directeur technique, je rappelle que vous êtes directeur DTS donc, au sein du club émirati d'Al Hatta. Donc là, le Paradou, c'est l'exemple là, que... Quand on parle d'Algérie aujourd'hui, on dit qu'en Algérie, on ne forme pas. On n'a pas besoin d'aller en Europe pour voir ce qui se fait. Vous avez le Paradou qui, ici, avec une politique du club qui est saine, économiquement parlant déjà, et sur le travail et sur la qualité de formation, voilà, on doit s'en inspirer pour faire de l'Algérie un des meilleurs clubs formateurs parce qu'on a de la qualité ici en Algérie. Et juste pour information, hein, le 2e but pour Orlando Pirates, à l'instant, donc face à la jeunesse sportive de Savran, on joue la 68e minute. Un mot sur le RC Relizan qui continue. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. De toutes les façons, Relizan, depuis pratiquement qu'ils ont accédé en Division 1, ont toujours eu des problèmes. Et les plus gros problèmes, bien évidemment, c'est le problème financier, à l'image de beaucoup de clubs chez nous. Hein. Donc, quand on revoit un peu le classement du championnat, à l'exception de Sétif, qui commence quand même un peu à sortir la tête de l'eau financièrement, mais je pense qu'ils ont toujours des problèmes financiers également. On voit les clubs qui sont pris en charge par des sociétés nationales. Donc il n'y a pas de secret. Malheureusement, beaucoup de clubs sont en train de payer les conséquences de cette gestion. Et à l'image de Relizan, s'ils continuent comme ça, ils n'ont aucun espoir de pouvoir durer en Division 1. Et on va passer donc au classement. Après 17 journées disputées, il reste encore un match prévu, donc, je le disais, demain entre la GS Kabylie et le Paradou Athletic Club. Et messieurs, donc on va passer à présent à la Ligue 2. Vous le savez très bien, il y a 2 groupes de Ligue 2, donc on va essayer de sélectionner les matchs à l'affiche. On va passer donc à cette Ligue 2 après ce jingle.
la Ligue 2, donc avec le groupe Centre-Ouest et le RC Kuba. Donc le RC Kuba qui réalise un début de saison assez impressionnant. En tout cas, le RC Kuba, les Kubains étaient premiers depuis la première journée, mais le RC Kuba donc, a été tenu en échec hier donc, à domicile par Khamis Meliana, et Fatah Abada était présent au stade Ben Haddad de Kuba et nous a réalisé ce reportage sur le RC Kuba qui évidemment affiche ses ambitions, à savoir revenir dès la saison prochaine en Liga. On va suivre ce reportage. Après tant d'années en division inférieure, le RC Kuba semble bien parti pour effectuer son retour parmi l'élite. Le Raid a connu plus de bas que de haut, avec de nombreux conflits et crises internes, ce qui ne lui a pas permis de se stabiliser. Cette année, Rafiq Chaban a été élu président du club sportif amateur pour le mandat olympique 2021-2024. Sitôt installé, il a pris le taureau par les cornes, suivant une feuille de route minutieusement élaborée avec comme objectif l'accession en Ligue 1. الأهداف كانت مسطورة بداية الموسم، هي كانت لو ماتيان، هي اوبجيكتيف الاولاني. حنا الحمد لله على الماتيان درناه دوكاتيك اوبليغاتوار نلعبوا. الدوزيام اوبجيكتيف هو لاكسيسيون ان شاء الله، رانا ماتش بار ماتش. Le nouveau président et ses proches collaborateurs sont tout près de réaliser le rêve des milliers d'inconditionnels des Verts. Pour cela, les responsables du Raid ont fait un recrutement judicieux en se basant sur l'expérience. C'est ainsi que l'enfant de l'équipe Yahya Sherif, Gesmi, Haddouche, Bedbouda, Shelfawi, pour ne citer que ceux-là, ont opté pour le Raid. باش تكون المرتبه الاولى ما تجيش هكذاك، تجيب العمل، والعمل هذا خدمنا احنا الاستخدامات خدمناهم العام اللي فات. ما تنساش كاردينا 14 جوار تاع العام اللي فات، وزاد جبنا دي جوار عندهم الاكسبيريونس كيما يحيى شريف، قاسمي، بدبوده، اللي دار مدوا الاضافه للفاعل. Le coach El Hadi Khazar a débuté à la tête du RCK, mais ce dernier n'a pas tenu longtemps avant de remettre le tablier. La gestion technique de l'équipe a été confiée à l'Arbi Hosni, qui a réalisé d'excellentes performances si l'on tient compte du bilan de la phase aller. 11 victoires, dont 4 à l'extérieur, 2 nuls et 2 défaites en déplacement. شوف نهضر لك على لافازو عليها هذه اللي جوزناها كانت مرحله ايجابيه. نقدر نقول لك فزنا ب 11 نقطه، 11 مباراه، 2 ماتش نول و 2 ديفات. نقدر نقول لك مرحله ايجابيه. نهضر لك على لافازو هذه وين درنا بريباراسيون تاع ان سيمان، ما كانش حاجه كبيره خدمنا فيها ولا باش نخدموا هذا نسيو نشدوا هذه 15 ماتش هذوما. بدينا بالبريمي ماتش مع بن عكنون وين حصلنا على 3 نقاط. À cet effet, la direction du Raid a confié la barre technique à Hakim Boufannara, ex-coach du RCA, tout en maintenant l'Arbi Hosni comme adjoint. Mais cela ne devrait pas constituer un handicap de taille dans la mesure où le Raid dispose d'un groupe homogène et complémentaire comme l'attestent les résultats enregistrés jusque-là. Officiellement, je ne suis pas encore à 100% avec Kuba. J'ai un petit problème avec l'Arba. Je n'ai pas encore reçu ma licence d'entraîneur. Et les 2 matchs, je suis derrière l'équipe. Mais j'ai mes assistants qui sont là. Mais à 100%, je ne suis pas encore avec Kuba. Les objectifs, ils étaient clairs. J'ai trouvé Kuba à la première place. On est toujours à la première place. Et on va jouer le titre à fond. Et on a toutes les possibilités d'être champion. Et c'est des matchs, comme aujourd'hui, c'est des matchs pièges. Mais on va jouer à fond nos chances jusqu'au dernier match. En somme, si les Koubéens sont tout près du but, ils ne devront pas tout de même dormir sur leur laurier, car la menace du CRT Mouchent et du MCL Bayed est réelle. Alors, le RCK a-t-il cette année l'étoffe d'un champion?
C'est la question à laquelle devront répondre les joueurs du RCK pour exaucer le rêve de nombreux Cubains. Et est-ce que le RCK l'étoffe du potentiel champion, en tout cas de cette Ligue 2 groupe Centre-Ouest? Il reste encore du chemin à faire, sachant que le RC Cuba, justement, a été tenu en échec à la surprise générale hier par une belle équipe du SCAF, donc Khamis Meliana, 2 buts partout, alors que le CRT Mouchant, on va en parler tout à l'heure, et continue son ascension, même si le CRT Mouchant n'a pas profité réellement de l'aubaine, lui qui a été tenu en échec à Saïda. On va voir les buts justement de ce match, 2 buts partout entre le RC Cuba et Khamis Meliana. Est-ce que vous êtes surpris par ce match nul, Abdelnour? Surpris, disons oui et non. Il faut savoir maintenant que Cuba, c'est vrai que leur objectif cette année c'est de rejoindre la division 1, mais à Freville, le SCAF, plutôt Meliana, a toujours été une très bonne équipe au niveau de cette division, donc ils peuvent poser des problèmes à n'importe quelle équipe qui aspire à l'accession. Et là, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Abada, il y a 3 clubs qui sont en train de prétendre à cette accession. C'est bien évidemment Cuba, Temouchent et le Bouyed. Ils sont à 3 points de différence, donc 3 points c'est absolument rien. C'est vrai que peut-être les 3 points auraient arrangé, c'est certain. Cuba, ils auraient peut-être un peu accentué leur avance, mais les choses ne vont pas être faciles pour Cuba. Et justement, cette équipe du RC Cuba, est-ce qu'on peut parler aussi d'une pression Hicham, le RC Cuba, tout le monde le connaît, connaît ce club, un club mythique, et qui est leader depuis la première journée. Là, il réalise une contre-performance. Est-ce qu'on peut parler aussi de pression de la part de ses supporters? On sait que les supporters veulent revoir le RCK en Ligue 1. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette pression-là. C'est surtout au staff technique de créer un environnement sain et serein pour que les joueurs puissent rebondir sur les prochains matchs et garder cette avance-là et pourquoi pas jouer l'accession en D1. Et on va parler justement du Dauphin, cette équipe de Temouchent qui était en déplacement à côté, pas très loin, à Saïda, avec un match nul. Donc on va voir ce sujet réalisé pour nous par Lies Benziane. Au stade du Moujahid Saïd Amara, le club du Shabab Ain Temouchent était l'invité de l'équipe du Mouloudia de Saïda. Le Shabab pour renouer avec le statut de leader et le Mouloudia avec l'intention de retrouver le chemin des victoires après 5 manches marquées de défaites. Les sérieuses tentatives d'ouvrir le score ont commencé dès les premiers instants de la rencontre, où l'équipe visiteuse a failli inscrire le premier but, mais le ballon de Banteba a été repoussé par la barre transversale. La réaction des locaux a suivi avec un tir de Bachir, qui est passé non loin du gardien Chaouch. Un ballon suivi d'une autre tentative qu'il n'a su exploiter devant la vigilance de Chaouch. Le manque d'efficacité des deux équipes s'est poursuivi et la première mi-temps s'est soldée par un score vierge pour les deux formations. Dans la deuxième mi-temps, les visiteurs ont tenté de marquer d'entrée et ont pu obtenir un pénalty sifflé par l'arbitre Belhabib. Et Tiza a exécuté le coup, mais en vain. Et dans le dernier quart d'heure de la rencontre, la donne a basculé pour le CRT au profit du MC Saïda, mais le gardien Boudoula et la barre transversale ont privé Abed et Banteba du but. Et la rencontre se termina sur un score nul qui satisfait davantage les visiteurs que les locaux. C'est évident, avec ce match nul. Ça maintient le même écart avec Cuba, hein, donc il n'y a pas de jaloux là. En parlant aussi de Bayed, cette équipe. Bayed, quand même, est une équipe assez étonnante. Hein, depuis le début de saison, de toutes les façons. À un moment donné, c'était eux qui étaient en tête du championnat. Donc c'est une équipe également qui peut éventuellement prétendre à l'accession, et ça ne serait pas démérité. Hein. On va parler aussi d'un match. J'étais présent donc hier au stade de Hadjout, celui qui a opposé
aussi, on peut parler d'un club qui est en pleine crise, hein, l'USM Belabès, qui est 14e au classement avec 15 petits points, qui se rendait au stade de Hadjout, au stade de 1er novembre de Hadjout. On va suivre déjà le sujet le résumé de ce match et on revient. Après 3 matchs disputés à huis clos, les joueurs de l'USMM Hadjout retrouvaient leur public à l'occasion de la réception de l'USM Belabès. Et les locaux ont entamé très fort le match en obtenant dès la 20e minute un penalty transformé par l'expérimenté Houssine Harrouch. Les joueurs de l'USMBA réagiront par la suite par 2 fois, à la 28e minute par Koufi sur ce coup franc et Bidri par cette frappe, mais sans inquiéter le portier Hadjouti. À la 47e minute, Nasseri était à 2 doigts d'aggraver la marque, mais le gardien Mahachou était à la parade. Harrouch exécute ce superbe coup franc et oblige le gardien encore une fois à réaliser cette claquette. À la 75e minute, les visiteurs vont se procurer 2 occasions nettes de scorer, mais sans pour autant parvenir à égaliser. Et c'est donc sur ce score d'1-0 en faveur de l'USMM Hadjout que l'arbitre Kabour met fin à la rencontre. كانت مقابله صعيبه بزاف باسكو لعبنا كونتر ليكيب جايه باش تربح لهنا جايه باش تجي 3 بوان. الحمد لله حنايا لا سيمان كومبلي كنا بيان كونسونطري لهذا الماتش باسكو عندنا 20 بوان اللي تحتنا كانوا قراب علينا بزاف لازم نديروا شويه ديكال شويه عليهم. الحمد لله اللي لي جوار يعطيهم الصحه كانوا كاع رجال و 3 بوان هي الصح هذا كلها باسكو في لافاس تاع الروتور ماشي صاحب تلعب مليح وما تخسر. هنا ليسونسيال تلعب مليح ما تلعبش ليسونسيال 3 بوان هنا في حاجه تريحوا لنا والحمد لله يا ربي. الشوط الثاني كان بوزيسيون دبال كانت عندنا بنسبه كبيره اكثر من الفريق الضيف وين ضيعنا عده فرص. ما حبش نشكر الشبان على الاداء تاعهم ومازال لقاءات قادمه ان شاء الله وين نخدموا باش نحصلوا على اكبر عدد من النقاط في ظل المشاكل اللي راه يعيشها الفريق. يعني هي اللي راه مأثر عليه بطريقه كما نقولوا ديريكت. Et donc, précieuse victoire de Hadjout, donc l'équipe de l'USMM, hein, qui réalise un bon championnat pour son retour en Ligue 2, alors que du côté de Belabès, rien ne va. Hadjout, 9e au classement avec 23 points. Oui, bon, ils vont essayer de rejoindre un peu le groupe de tête, mais ça va être très difficile pour eux. Hein. L'objectif est évidemment le maintien. Voilà, le maintien. Donc, mais par contre, pour Belabès, bon, déjà, ils ont rétrogradé en D2, et s'ils continuent comme ça, ils vont encore rétrograder en régional. Hein. Donc, bon, on sait que Belabès est en train d'avoir d'énormes problèmes financiers. Donc, ça va être, moi, j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir et se maintenir en D2. Rapidement, un mot sur ce club, hein, l'USM Belabès, qui dispose d'une superbe enceinte. Vous avez affronté cette équipe de Belabès la saison dernière. De voir cette équipe quasiment avant-dernière au classement, comment voyez-vous justement cette équipe de Belabès cette saison? C'est dommage parce que l'année dernière, on a joué contre cette équipe. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Mais comme il l'a dit juste avant, quand il y a des problèmes financiers, c'est souvent difficile pour les équipes. Et c'est dommage de les voir là, en espérant qu'ils remontent la pente. Très bien, on va passer à un autre match qui, évidemment, ce match du groupe Centre-Ouest, lui qui a opposé l'Azmoran, donc au rallye de Mascara. Et c'est toujours avec notre ami Ilyas Benziane au commentaire. À la conquête d'une victoire, l'éloignant de la zone de danger, l'équipe de l'Azm d'Oran a entamé sa rencontre face à l'équipe visiteuse du rallye de Maskar, qui ambitionne de rester parmi les têtes du podium. Les locaux ont fait preuve de jeu offensif depuis le début, où l'attaquant Amar a failli ouvrir le score, mais le gardien Djoudar s'est montré déterminé et n'a pas hésité à protéger son goal. Suite à cela, le rythme de la rencontre s'est considérablement affaibli et les visiteurs ont dû attendre 34 minutes pour enfin effectuer une tactique offensive dans laquelle Benchenan est arrivé au filet du gardien Zahrat, mais le but ne fut pas comptabilisé pour cause de hors-jeu. La dernière tentative de la première mi-temps fut des pieds du joueur de l'Azmo Awad, mais son ballon ne constitua aucun danger pour le gardien Djoudar, et la première mi-temps s'est conclue sur un score vierge pour les deux équipes. La deuxième mi-temps a vu une entrée en force pour les poulains du coach Moulay Sherif El-Ouzani, qui ont pu ouvrir le score grâce au tir de Awad, qui a trouvé son chemin vers le filet du gardien du rallye de Maskar à la 53e minute de jeu.
Les visiteurs ont tenté d'égaliser en profitant d'un pénalty sifflé par l'arbitre Kourish à la 70e minute. L'action a été exécutée par Belhaja, mais il n'a pu parvenir à inscrire le but. Les joueurs du rallye ont continué d'enchaîner les tentatives pour égaler le score, et El Hendi rata une occasion en or devant le gardien Zahrat, qui a protégé son goal et maintenu la victoire de l'Azm d'Oran, qui a élevé son score à 21 points et a gelé celui des visiteurs à 27 points. Donc, belle et précieuse victoire de l'Azmo donc face à Mascara. On passe à notre match et on passe surtout à l'autre groupe, le groupe Centre-Est avec Borj Mlayen, donc le leader qui se déplaçait à Béjaïa face au Mouloudia local. On va voir le résumé de ce match avec Sid Ahmed Bouraïb. Apparemment, un petit souci au niveau du VTR sur ce match Mob Béjaïa Borj Mlayen. Est-ce que le sujet est prêt, Youssef? Pas encore. Donc, on va parler de ce groupe Centre-Est Abdelnour. Et justement, Borj Mlayen, qui, à l'extérieur, en tout cas, on sent que c'est une équipe solide, encore une fois, avec un match nul, 0 partout. Borj Mlayen, si elle ne gagne pas, en tout cas, elle n'encaisse pas. Si on doit faire une comparaison par rapport au groupe Centre-Ouest, les trois équipes dont on a parlé tout à l'heure, Kouba, Bayard et Temouchent, se dégagent déjà. Ce sont ces trois clubs qui peuvent aspirer à l'accession. Maintenant, dans le groupe Est, les choses paraissent beaucoup plus difficiles. Hein. On est en train de voir, bon, il y a plutôt Borj Mlayen, il y a l'USM Annaba, il y a le CAB, il y a plusieurs équipes qui aspirent à... J'espère cette année que Borj Mlayen puisse accéder en division. Et le sujet est prêt, on va le suivre et on revient. Un match serré et des défenses bien en place qui n'ont rien laissé passer. La première occasion du match est à mettre à l'actif des locaux avec ce tir de Bandif qui trouve le gardien adverse. Les joueurs de Borj Mlayen ont essayé de forcer le verrou Bidjaoui, mais sans succès. Score à la mi-temps, 0 partout. La seconde période est semblable à la précédente et la première occasion n'intervient qu'à la 65e minute de jeu pour Borj Mlayen. Les mobistes essaient de surprendre avec des tirs, mais toujours sans succès. À la fin du match, le jeu se concentre au milieu du terrain, avant que l'arbitre ne siffle la fin de la partie, sur ce score de 0 partout. On donne devant une équipe du mot bien organisée. On peut dire que le nid est équitable. Le nid est équitable. Les deux équipes ont fourni beaucoup d'efforts. Notre équipe avait besoin d'une concentration. Les joueurs étaient un petit peu excités pour marquer ce but qui a tardé à venir. Et on a commis beaucoup d'erreurs. Et on pouvait même encaisser. Ils sont organisés, ils ont une bonne équipe, une bonne ligne d'attaque. Donc nous, de notre côté, après la victoire qu'on a eue à Kaba, donc sur le plan mental, on était présents. Donc on a eu le temps de préparer un petit peu ce match par rapport à Borj Mlayen. Donc on voulait continuer sur cette lancée de résultats positifs. Malheureusement, je dirais qu'un bon point, un bon match nul. Moi, je suis satisfait. Peut-être un petit peu sur le plan efficacité, on n'a pas été efficace. La JS Borj Mlayen conserve la tête du groupe Est avec 37 points, alors que le MOB se retrouve 9e avec 21 points. Et le dauphin, justement, au classement de cette équipe de Borj Mlayen, en l'occurrence l'USM Khenchela. L'USM Khenchela qui a accueilli donc l'équipe de l'AS Ain Mlila. On va suivre ce match et ce résumé signé Ismaël Benqaidia. L'USM Khenchela qui rendait visite à Ain Mlila n'est pas rentrée bredouille chez elle dans ce court déplacement à l'est du pays. D'entrée de jeu, ce sont les visiteurs qui mettent la pression sur la défense locale et il faudra un grand Barki Khairi pour sortir ces deux balles de Barkani et Atmani. À la 8e minute de jeu, le gardien Barki Khairi commet l'irréparable mais permet à Atmani de marquer le premier but, véritable bourde du gardien Mlili. À 1-0, les Mlili tentent de revenir au score, mais en vain. Les Khencheli, toujours aussi offensifs, mettront le gardien de Ain Mlila à dure épreuve et il faudra à chaque fois sortir le grand jeu.
À la 48e minute de jeu, eh bien, Bayazid réussit à corser l'addition et à marquer le deuxième but pour les visiteurs. C'est sur ce score que les 22 acteurs rentrent au vestiaire. En deuxième période, et malgré cet avantage au score, les Khenchli continueront à pousser. Et sur cette balle, eh bien, il faudra toute la baraka du gardien pour sortir ce ballon. Et sur cette bévue, encore une fois, de la défense de Ain Mlila, Bayazid ajoute le deuxième but personnel et le troisième de son équipe. 69e minute de jeu, Lassam Ain Mlila réagit enfin et obtient un penalty que Rabi' Meftah ratera avec un arrêt extraordinaire du gardien de Khenchla. En fin de rencontre, Bouakazi arrive quand même à tromper la défense et à marquer l'unique but pour sauver l'honneur dans cette rencontre. Et donc l'équipe de Khenchla qui s'impose à Ain Mlila, et on a vu le but encaissé par l'équipe de Ain Mlila sur cette bévue du gardien. Bon, on dribble un joueur, ça passe. Le deuxième, c'est risqué, n'est-ce pas, Abdelkader? C'est vrai que c'est compliqué. Hein, mais... Justement, en parlant de cette erreur du gardien, est-ce que on sait, on en parlait justement avec Chaouchi ou même Malik Asla qu'on salue au passage, c'est des gardiens mais qui aiment vraiment, c'est des joueurs, on peut dire c'est des gardiens mais c'est des joueurs techniques aussi, ils maîtrisent parfaitement. La différence entre gardiens, c'est qu'il y a des gardiens qui sont très très bons techniquement, balle au pied. Hein. Donc la différence elle est là, quand on est bon, quand on est sûr de ce qu'on est en train de faire, mais s'amuser à dribbler comme tu l'as dit, un joueur et essayer de dribbler le deuxième, automatiquement quand on travaille avec des joueurs très très vicieux, ils récupèrent le ballon, mais ça donne ce que ça a donné. Vous l'avez déjà fait, dribbler? Ouais, quand j'étais plus jeune, les coachs dans les catégories, ils me disaient Ahmed, un crochet, pas deux. Un crochet, pas deux. Ça, et vous l'avez fait quand c'était... Non, nous à l'époque, ce qu'on avait, on pouvait prendre le ballon de la main. Ah ouais, c'est vrai. Donc il n'y avait aucun problème, on pouvait prendre le ballon de la main. C'était facile, c'était facile à votre époque. Enfin, facile. C'était le cuir, hein. Merci. Comme on dit cuir, le vrai cuir, et puis des ballons qui pesaient des tonnes, c'était pas évident. Très très bien. Alors messieurs, on va passer au dernier match, donc le dernier résumé donc en notre possession est signé encore une fois donc notre ami Smaïl Belghadia, ce match qui concernait le CAB Batna à l'USM Annaba 3e au classement. Hamra Annaba recevait la GSM BGA pour le compte de cette 17e journée. Et dans un match plutôt première mi-temps assez équilibré, les deux équipes rateront beaucoup d'occasions et les gardiens Makarash ou Bouazizi se mettront en évidence devant les coups de butoir des attaquants de deux équipes. Sur cette action, Bouazizi résiste et met le ballon en corner, un corner qui ne donnera rien. Et l'on en restera là dans cette première mi-temps qui se terminera sur le score de 0-0. En seconde période, du côté de Annaba, on incorpore du sang neuf, Marrah et Jelté, et l'animation offensive ne se fait pas attendre. À la 69e minute de jeu sur ce corner de Bouafia, Jelté Marwan réussit à marquer l'unique but de la rencontre. Un coaching camion, comme on l'appelle dans le monde du football, et une petite réaction en fin de rencontre du côté de la GSM Béjaïa, mais Bouazizi était vigilant. 1-0 pour les Annabi face à la GSM Béjaïa. Et vous l'avez corrigé de vous-même, évidemment. C'est Hamara Annaba qui recevait la GSM Béjaïa, et non pas le Kaba qui jouait face à l'USMA Annaba. Et on va justement, sans plus tarder, passer aux résultats, tous les résultats de cette 17e journée de Ligue 2, les classements, et on revient.
Voilà, on a vu les classements, donc on a fait le tour de cette 17e journée de Ligue 2. Ça va être serré jusqu'au bout, hein, messieurs. On l'a vu déjà avec cette journée. On arrive quasiment au terme plutôt de cette émission. Rapidement, on a vu les matchs de la Ligue 2. On peut parler de niveau qui est... Il n'y a pas une énorme différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, Abdelkader. C'est vrai que les joueurs, ils sont prêts. Souvent, quand les joueurs ils passent de Ligue 2 à Ligue 1 algérienne. Et on voit justement pas mal de joueurs de Ligue 2 ou même des divisions inférieures qui intègrent désormais les clubs de Ligue 1 et des prestigieux clubs et vice-versa. Si on parle par exemple du Mouloudia d'Alger, un Tougui qui jouait la saison dernière à Boufarik en Ligue 2 et qui réalise quasiment l'une des révélations du côté du Mouloudia d'Alger, Ahmed. Non, c'est vrai, les joueurs ils sont... Après c'est une question d'envie aussi, les joueurs ils ont envie de montrer qu'ils ont le niveau et qu'ils veulent rester en Ligue 1 pour aller jouer dans les meilleurs clubs algériens. Est-ce que vous avez détecté quelques joueurs à prendre en Ligue 2, c'est un gros vivier pour les clubs de Ligue 1 en Algérie. Donc moi je trouve que l'écart entre la division 1 et la division 2 est très minime. Donc voilà, faut s'appuyer sur la Ligue 2 pour promouvoir des talents. Ou même des divisions inférieures également. Tout à fait. Régionales, il y a quand même pas mal de joueurs. Mais il faut les prendre très jeunes, c'est ça tout à fait. Exactement. Messieurs, donc on arrive au terme de cette émission. Oui, je voulais juste présenter mes condoléances. La famille sportive a été endeuillée également. Avant-hier, c'était le handball qui avait été touché avec la disparition de Lounès Amara, qui est un ancien international, qui était un ami dans les années 70. Donc je présente mes sincères condoléances à toute sa famille, à ses proches, ainsi qu'à la famille du handball et le monde sportif également. Nos condoléances, bien évidemment. Et juste une petite information, on joue le temps additionnel du match entre Orlando Pirates et la jeunesse sportive de Sawara. Le match vient de se terminer à l'instant avec la défaite du club Béchari, 2-0. C'était très difficile, c'était mal engagé déjà. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a un problème physique, là, c'est certain. Comme on a dit, arrivé 48 heures avant le match, après un vol peut-être qui a duré 18 heures, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Donc bon, comme je l'ai dit, heureusement que c'est des matchs de poule. Hein. Si c'était des matchs en aller-retour, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour eux. Merci à mes invités. Je commence par Hicham Bouba. Merci, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à M. Kawa. Et merci à vous. Bonne continuation avec le club d'Al Hatta. Je rappelle que vous êtes le directeur technique sportif donc, du club émirati d'Al Hatta. Beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci encore une fois Ahmed Abdelkader, le gardien du Shabab Riadi de Belouizdad. Et on vous souhaite à vous et au club du CRB en tout cas une belle fin de saison. À Belcourt. Pourquoi pas, on va tout faire pour en tout cas. Et dans quelques années, il y a des postes à pourvoir au niveau de l'équipe nationale. Ah, ça c'est certain. Il a toutes les qualités en tout cas requises pour intégrer l'équipe nationale. Merci encore une fois Ahmed. Merci Abdelnour. Merci, très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Merci. Et puis bon vent. Merci beaucoup. Merci messieurs. Donc je remercie évidemment toute l'équipe technique qui était à la régie, la réalisatrice Amal Ben Batouche, au script Youssef Issaed, rédacteur en chef Mokhtar Hamani et toute l'équipe des journalistes, les caméramans. Grand merci et je vous dis à la semaine prochaine. Restez branchés sur Canal Algérie.